La sphère financière peut-elle craquer avec la crise du coronavirus? Ou plutôt, comment pourrait-elle ne pas craquer, emportant avec elle dans un désastre systémique toute l'économie réelle? Cette peur d'un effondrement fatal est intimement liée à cette conscience que nous avons tous aujourd'hui du talon d'Achille financier. Comment la sphère du pari sur la rentabilité des investissements, sur la capacité à rembourser des agents privés, sur les promesses des nouveaux modèles d'affaires pourrait-elle survivre à la mise à l'arrêt imprévisible et stupéfiante de plus d'un tiers de l'économie marchande sur plusieurs semaines ou mois qui ruinent les promesses de retour sur investissement à travers toute la planète? Imaginer le contraire pourrait même être perçu comme un déni caractérisé. Alors, certes, cette crise n'est pas celle de 2008 et encore moins celle de 29. Non, sa racine n'est pas financière. Le point de départ de l'histoire n'est pas celui d'une euphorie aveugle des investisseurs financiers qui virent en ruine des épargnants. Sa racine est réelle. Et paradoxalement, nous sommes à front renversé par rapport à 2008. Les banques sont devenues la planche de salut de l'économie réelle. Ce sont elles qui permettent de faire la jonction entre le moment où l'économie s'est arrêtée et le moment où les affaires reprendront, sans casse des capacités et de l'emploi. Parce que les banques et les fonds de gestion drainent l'épargne forcée du confinement vers les titres publics et prêtent aux États pour que ces derniers prennent le relais des entreprises à l'arrêt dans le versement des salaires. 2, parce qu'elles fournissent aussi la liquidité aux entreprises à court de trésorerie pour éviter des défauts en chaîne qui transformeraient la contagion du Covid-19 en contagion de faillite. De ce point de vue, cette crise est presque expiatoire pour la finance. Alors que son sauvetage et que la réparation des dégâts collatéraux qu'elle avait causés sur l'économie réelle avaient coûté plusieurs dizaines de points de PIB de dette, reportant sur les agents privés et les budgets sociaux la charge du remboursement, cette crise est l'occasion pour la finance de racheter sa faute. Mais a-t-elle l'échine assez forte pour encaisser le choc? La question est là. La réponse est oui, mais jusqu'à un certain point. Oui d'abord, parce que les banques centrales veillent au grain. La BCE a montré dans la soirée du 18 mars qu'elle était prête techniquement et quantitativement à mettre en œuvre tous les outils qui défèrent une crise de liquidité. TLTRO plus rachat d'actifs, c'est la bithérapie testée en grandeur réelle, avec succès en 2008, que la Banque centrale relance et dimensionne à hauteur du choc. Nul ne doute qu'elle amplifiera encore son action si nécessaire. À cela, il faut ajouter l'allègement des exigences de fonds propres et des contraintes opérationnelles des banques. Bref, la BCE est mobilisée pour que les banques continuent à remplir leur rôle de financement de l'économie réelle. Et c'est bien cela qui nous permet encore de garder l'espoir d'un choc circonscrit, où les agents privés se retrouveraient dans quelques semaines avec des revenus presque intacts et des capacités préservées pour redémarrer vite et rattraper une partie du terrain perdu. Ce faisant, les banques se retrouvent avec un surcroît de volume d'activité en direction des entreprises qui compense pour partie le reflux des opérations destinées aux ménages ou à l'investissement, mais adossées à des crédits très vulnérables, qui demain peut charger leur bilan en créances douteuses irrécouvrables et se transformer en pertes. Sauf que là encore, les États ont pris les devants en garantissant 90% des avances de trésorerie. Les banques sont choyées car sans elles, rien n'est possible. Et derrière l'engagement de la finance, il y a un trompe-l'œil total. Nul héroïsme sacrificiel. Ce sont les contribuables qui portent le risque à travers les garanties de l'État, à travers le financement des pertes de la Banque centrale si les choses tournent mal, et tout ce qui est avancé reste dû, différant le coût sans l'annuler. Résultat, le plus gros risque pour les banques, c'est l'après. Une crise qui n'en finirait pas au plan macro et laminerait leurs sources de revenus dans la durée, avec une pente des taux écrasée pour des années encore. Le sauvetage réussi à court terme de l'économie réelle par la finance peut se transformer en poison lent.
Et puis, il y a les retombées de l'effondrement des prix d'actifs. Les bourses ont déjà dévissé de près de 35% entre leur sommet de février et leur point bas du 23 mars. Ce n'est sans doute pas fini et ce n'est pas tout l'effondrement des prix de l'énergie, mais par exemple à mal tout un secteur sur lequel les banques américaines sont fortement engagées. Alors certes, les intermédiaires financiers portent très peu le risque action en compte propre. Les banques et les fonds de gestion qu'elles contrôlent les gèrent pour le compte de leurs clients et se rémunèrent par commission, perte ou pas perte. C'est d'ailleurs ce qui sauve le chiffre d'affaires bancaire depuis des années. Sauf que cet effondrement met en panne les banques d'investissement, fait plonger le capital investissement, ralentit l'activité des fonds de gestion d'actifs, met sous pression leurs commissions, etc. Les banques vont donc bien vivre un choc de revenus et de rentabilité à court terme. In fine, sous surprotection des États et des banques centrales, on peut avoir le sentiment que ça passe pour la finance. Mais à plus long terme, et surtout si l'horizon de sortie est reporté sine die, ça peut casser.